Je vais vous parler de la tangente à un cercle. C'est une droite qui ne touche le cercle qu'en un seul point. Tangente, du latin tangere, toucher. Cette tangente est perpendiculaire au rayon qui arrive à ce point de contact. Cette vidéo se propose de démontrer algébriquement cette perpendicularité. En général, les mathématiques se contentent d'une démonstration géométrique. Et démonstration, il faut le dire vite, c'est plutôt une constatation. Une petite encyclopédie des mathématiques déclare « Géométriquement, il est bien connu qu'une tangente est perpendiculaire au rayon passant par le point de contact. » Et dans la partie de géométrie plane, on invoque la symétrie généralisée de la figure pour conclure à cette perpendicularité. On lit par exemple « La figure constituée par un cercle et une de ses tangentes est symétrique par rapport à un axe. L'axe de symétrie est la droite passant par le centre du cercle et le point où la tangente touche le cercle. » La figure constituée par un cercle, un point hors du cercle, et les deux tangentes au cercle menées par ce point, est symétrique par rapport à la droite reliant ce point au centre du cercle. Donc le segment qui part du centre du cercle arrive à angle droit au point de contact d'une tangente. La géométrie se contente de constater l'existence d'un axe de symétrie pour le montrer ou le démontrer. Mais ce que nous cherchons ici, c'est une démonstration algébrique, c'est-à-dire la démonstration de cette perpendicularité par l'algèbre, c'est-à-dire en passant par les équations. C'est un problème d'algèbre élémentaire, mais sa résolution peut fixer certaines idées. Comme il est question de l'intersection de deux droites, dont on cherche à établir algébriquement la perpendicularité, on commence par se remémorer l'équation d'une droite, dont la forme générale est ax plus by plus c égale 0. Il existe une forme concurrente simplifiée, y égale mx plus k. Cette deuxième présentation est parfois critiquée, parce qu'y n'ayant pas de coefficient, ou un coefficient invisible inannulable, une fois y égale mx plus k, la droite ne peut pas être verticale. Il faudrait que m, le coefficient de x, soit infini, ce qui est impossible puisque m est une valeur, elle peut être très grande mais elle ne peut pas être infinie. Malgré tout, on utilise souvent cette présentation, non seulement parce qu'une fonction se présente souvent sous la forme y égale f de x, mais aussi parce que la pente est immédiatement donnée. C'est le coefficient de x quand y est isolé. Donc la pente de la droite est m dans la présentation y égale mx plus k. Cela signifie que quand il y a un différentiel d'une unité en horizontale, il y a un différentiel de m en verticale. On calcule aisément la pente de l'équation ax plus by plus c égale 0. Il faut isoler y et extraire le coefficient de x. Donc on fait passer ax et c à droite du signe égal, ce qui donne by égale moins ax moins c, et pour isoler complètement y, il faut que le b aille de l'autre côté du signe égal. Comme c'est une multiplication, b multiplié par y, il devient une division de l'autre côté du signe égal, ce qui donne y égale moins ax moins c le tout sur b, c'est-à-dire moins ax sur b moins c sur b. Et vous voyez que dans ces conditions, c'est-à-dire en ayant isolé la variable y, le coefficient de x est moins a sur b. Ça se déduit immédiatement de l'équation ax plus by plus c égale 0. A va être négatif puisque ax passe de l'autre côté du signe égal, et il va falloir diviser par b puisque c'est le coefficient de y. On en conclut que quand y sera isolé d'un côté du signe égal, le coefficient de x, donc la pente, sera moins a sur b. Notons que pour qu'une droite soit verticale dans l'équation ax plus by plus c égale 0, il faut annuler y, donc b égale 0, d'où x égale moins c sur a. C'est une droite verticale d'abscisse moins c sur a. X égale 0 est l'équation de l'axe des y, et réciproquement y égale 0 est l'équation de l'axe des x. C'est ce qui explique que quand on résout l'équation f de x égale 0, on résout en réalité le système y égale 0 et y égale f de x, qu'on simplifie en f de x égale 0. Cela revient à chercher les points communs qu'il y a entre y égale 0, c'est-à-dire l'axe des x,
et la courbe d'équation y égale f de x, c'est-à-dire les points d'intersection qu'il y a entre cette courbe et l'axe des x. Donc résoudre l'équation en x revient géométriquement à chercher les points d'intersection qu'il existe entre cette courbe et l'axe des x. Je reviens quelques instants sur quelques procédés élémentaires d'algèbre. A égale B équivaut à A moins B égale 0. La double flèche entre les deux expressions exprime une équivalence. Quand elle ne va que de gauche à droite, c'est une implication. Par exemple, A implique B, qui se note A, flèche vers la droite, B. Cela signifie qu'en prenant A pour hypothèse, on arrive à B. A équivaut à B, c'est-à-dire dire A équivaut à dire B, qui se note A, flèche dans les deux sens, B, est une double implication. C'est-à-dire qu'elle équivaut à A implique B et B implique A. Pour démontrer une équivalence, il faut donc faire deux démonstrations, une dans un sens et l'autre dans l'autre. Si l'on a A égale B, on a A moins B égale 0, et réciproquement, si l'on a A moins B égale 0, on a A égale B. Dans ce type d'équivalence, on utilise le fait que dans une égalité, on peut agir de façon identique de part et d'autre de signe égal tout en maintenant l'égalité. Par exemple, pour passer de A égale B à A moins B égale 0, on soustrait B de chaque côté. A devient A moins B et B devient B moins B. Et comme B moins B égale 0, on obtient A moins B égale 0. De même, pour passer de A moins B égale 0 à A égale B, on ajoute B de chaque côté. A moins B devient A moins B plus B, ce qui donne A, et 0 devient 0 plus B, ce qui donne B. Ce qui revient à dire que quand on fait passer un terme d'une addition ou d'une soustraction de l'autre côté du signe égal, il change de signe. C'est ce qui s'est passé quand on a fait passer mentalement AX de l'autre côté du signe égal dans l'équation AX plus BY plus C égale 0. De l'autre côté du signe égal, il devient moins AX. Donc le coefficient de X devient moins A. Et comme il faudra diviser par B pour isoler la variable Y, le coefficient de X deviendra moins A sur B. Et moins A sur B, c'est le coefficient directeur ou la pente de la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. Maintenant, pour passer de A égale B à A sur B égale 1, on divise de part et d'autre par B. A devient A sur B, et B devient B sur B, c'est-à-dire 1. Et réciproquement, pour passer de A sur B égale 1 à A égale B, on multiplie de part et d'autre par B. A sur B devient A sur B multiplié par B, c'est-à-dire A multiplié par B sur B, donc A multiplié par 1, donc A. Et 1 devient 1 multiplié par B, donc B. Dans un cas, on divise par B, dans l'autre, on multiplie par B de chaque côté. De même que précédemment, on ajoutait ou l'on soustrayait la même valeur de part et d'autre du signe égal. On voit apparaître deux valeurs numériques que sont 0 et 1. 0 qui est l'élément neutre de l'addition et de la soustraction. A plus 0 égale A moins 0 égale A. Et 1 qui est l'élément neutre de la multiplication et de la division. A multiplié par 1 égale A divisé par 1 égale A. Donc dans une addition ou une soustraction, le terme qui change de côté change de signe, il devient son opposé, A devient moins A et moins A devient A. Et dans une multiplication ou une division, le terme qui change de côté devient son inverse. A devient 1 sur A et 1 sur A devient A. C'est-à-dire que le numérateur devient dénominateur et réciproquement. D'où la troisième formule proposée ici. A sur B égale C sur D équivaut à AD égale BC. C'est une loi de proportion, on l'appelle règle de 3, parce qu'étant donné 3 nombres, on en déduit le quatrième proportionnel. On énonce que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Les extrêmes sont les premières et dernières variables citées. Quand on dit A sur B égale C sur D, les extrêmes sont A et D, et les moyens sont les lettres intermédiaires B et C. Donc le produit des extrêmes A multiplié par D est égal au produit des moyens B multiplié par C. Si 3 quelque chose coûte 12, 2 va coûter X. Donc à 3 correspond 12 et à 2 correspond X.
Le produit des extrêmes, c'est 3x. Et le produit des moyens, 2 multiplié par 12 égale 24. Donc 3x égale 24, x égale 24 sur 3 égale 8. Et effectivement, si 3 coûte 12, 2 coûte 8. Et 1 coûte 4. 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. On passe de gauche à droite de l'équivalence en multipliant chaque fraction par BD. A sur B devient A sur B multiplié par BD, c'est-à-dire ABD sur B. Les deux B s'annulent étant donné qu'il y en a un au numérateur et un au dénominateur. Donc il ne reste que AD. Et C sur D devient C sur D multiplié par BD. Cette fois-ci ce sont les D qui disparaissent, il ne reste que CB. D'où AD égale BC. En réalité, on a multiplié par les deux dénominateurs B et D, ce qui les fait disparaître. B disparaît au profit de D au numérateur d'un côté, et inversement de l'autre côté, c'est D qui disparaît au profit de B. Et l'on passe de droite à gauche, c'est-à-dire de AD égale BC à A sur B égale C sur D, en divisant par BD. AD devient AD sur BD, les D s'annulent et il reste A sur B, et BC devient BC sur BD. Cette fois-ci, ce sont les B qui disparaissent, il reste C sur D. Donc, pour aller de gauche à droite de l'équivalence, on multiplie par BD, et pour aller de droite à gauche, on divise par BD. On peut également intervertir les extrêmes, ou les moyens. Si l'on intervertit les deux simultanément, on a alors permuté les numérateurs et les dénominateurs. On peut également tout mettre d'un côté, et l'on a AD sur BC égale 1, ce qui est logique puisqu'on a AD égale BC. Cette loi de proportion est très pratique pour mettre en évidence ou pour utiliser la similitude de deux triangles. Deux triangles sont semblables quand ils ont la même forme. Notamment la liste des trois angles de l'un mis par exemple par ordre croissant donnerait le même triplet que la liste de l'autre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la valeur des trois angles cités par ordre croissant. Chaque angle de l'un existe dans l'autre. Ce qui fait que les ratios de côté à côté, en orientant correctement les triangles, de manière à comparer ce qui est comparable, sont égaux. Donc on constate des proportions qui résultent de la règle de 3. Par exemple, si l'on a un côté A et A' qui relient les angles alpha et gamma, et un côté B et B' qui relient bêta et gamma, on aura par exemple A sur A' égale B sur B'. Ou encore si l'on intervertit les moyens, A sur B égale A' sur B'. Tout type de proportion sera vérifié à condition de comparer ce qui est comparable. Ce qui implique soit de bien orienter les triangles, soit de bien vérifier que les côtés incriminés relient les mêmes angles. C'est évidemment ce type de proportion qui permet de réaliser des objets de différentes tailles, comme une statue par exemple qui respecte les proportions, ou même les images sur les écrans quelle qu'en soit la taille. Revenons à la tangente dont on cherche à établir la perpendicularité avec la droite qui passe par le centre du cercle et son point de contact. La condition de perpendicularité de deux droites est que le produit de leurs pentes soit égal à -1. On a vu que la pente ou le coefficient directeur est le différentiel vertical sur le différentiel horizontal. Si l'on avance de A et qu'on monte de B, la pente sera B sur A, le vertical sur l'horizontal. Ça correspond sur le schéma à la tangente de l'angle alpha. Si donc nous avons deux droites, une droite D1 d'équation y égale m indice 1 multiplié par x plus k indice 1, et une droite D2 d'équation y égale m indice 2 multiplié par x plus k indice 2, D1 et D2 sont perpendiculaires si m1 multiplié par m2 est égal à -1. On pourrait s'étonner de ce nombre négatif -1, puisqu'une pente est le ratio de deux longueurs ou de deux segments, et qu'en géométrie ces valeurs sont toujours positives. Donc la multiplication de deux nombres positifs ne peut normalement pas donner un nombre négatif. Mais en mathématiques, on a été obligé de tenir compte de la direction. Tant qu'il y en a qu'une, ça va encore. Mais s'il y en a deux à comparer, l'introduction des nombres négatifs est obligatoire. C'est d'ailleurs évident dans la vie ordinaire. Que vous descendiez ou que vous montiez la côte, la pente de la route est la même. Mais pour celui qui porte le sac à dos ou qui pédale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si maintenant l'équation des deux droites est de la forme ax plus by plus c égale 0, avec par exemple la droite D1 comme définie à l'instant,
et la droite D2 définie par l'équation A'X plus B'Y plus C' égale 0, les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires si A plus B B'Y égale 0. C'est la même formulation présentée autrement. Ça se calcule de tête si l'on se souvient du coefficient directeur d'une droite définie par ce type d'équation et des équivalences algébriques élémentaires présentées précédemment. On part de M' égale moins 1. Si l'on remplace M par moins A sur B et M' par moins A' sur B', M multiplié par M' égale moins 1 devient moins A sur B multiplié par moins A' sur B' égale moins 1. Les deux moins multipliés à gauche du signe égal peuvent disparaître puisque moins par moins donne plus. Donc moins A sur B multiplié par moins A' sur B' se simplifie en A sur B multiplié par A' sur B', d'où A sur B multiplié par A' sur B' égale moins 1. La multiplication de deux fractions A sur B multipliée par C sur D peut s'écrire avec une seule barre de fraction, en multipliant les numérateurs et les dénominateurs entre eux, donc sous la forme AC sur BD, ce qu'attestent les produits en croix ABCD égale ABCD, donc A sur B multiplié par A' sur B' égale moins 1 équivaut à AA' sur BB' égale moins 1, d'où AA' égale moins BB', donc AA' plus BB' égale 0. Bref, ce sont des transformations algébriques élémentaires. MM' égale moins 1 équivaut à AA' plus BB' égale 0. Dans la première formulation, on a écrit les équations sous la forme Y égale MX plus K. Dans la deuxième, sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Voici maintenant une preuve visuelle de cette constatation, à savoir que la multiplication des deux pentes donne moins 1. Vous voyez qu'on est contraint de tenir compte du sens. Quand on avance ou qu'on monte, c'est positif. Quand on recule ou qu'on descend, c'est négatif. Ce qu'exprime la petite croix en haut à gauche pour mémoire. Donc dans le schéma, on avance de A et on monte de B. Donc la pente est B sur A, le vertical sur l'horizontal. Puis on avance de B et l'on descend de A. Donc comme on descend de A, ça sera moins A divisé par B. Donc les deux pentes sont B sur A et moins A sur B. On multiplie ces deux fractions. Comme c'est une multiplication, on peut tout regrouper avec une seule barre de fraction. Ce qui donne, en réajustant l'ordre des variables, ce qui est possible grâce à ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire que AB égale BA ou XY égale YX, moins AB sur AB. Et comme AB sur AB donne 1, ce qui est le cas quand un numérateur est égal au dénominateur, moins AB sur AB égale moins 1. Il s'agit bien d'un angle droit puisque dans le premier cas on gravit une diagonale d'un rectangle, puis on descend la même diagonale après que le rectangle a subi une rotation de 90 degrés. Si le rectangle a subi une rotation de 90 degrés, la diagonale a évidemment subi la même rotation. On peut présenter le schéma autrement, ça ne changera rien. Ici, après avoir avancé de A et monté de B, on recule de B et l'on monte de A, ce qui donne A sur moins B, donc, comme précédemment, moins A sur B. Au lieu que le moins soit au-dessus de la barre de fraction, il est en dessous, ce qui ne change rien. D'ailleurs, ce moins s'écrit devant la barre de fraction, sans préciser s'il est affecté au numérateur ou au dénominateur, étant donné que ça n'a aucune importance puisque ça fait toujours moins A sur B. On peut montrer un schéma plus complet. Vous voyez que la pente est la même que l'on tourne à gauche ou à droite. Si l'on considère ce schéma comme un plan, le bout d'une rue par exemple où il faut tourner d'un côté ou de l'autre. Dans le premier cas, le signe moins touche le dénominateur, dans l'autre il regarde le numérateur, dans les deux cas cela fait moins A sur B, et le signe moins s'écrit devant la barre de fraction. Car pour les calculs, on n'a pas besoin de savoir s'il concerne le numérateur ou le dénominateur étant donné que c'est pareil. Donc on a une première pente qui est égale à B sur A, et une seconde qui est égale à moins A sur B. La multiplication de ces deux pentes donne moins 1. C'est le critère de perpendicularité de deux droites. Mais malgré tout, cette preuve n'est que visuelle. On peut certes s'en satisfaire, parce que c'est tout à fait clair, mais nous préférerions une démonstration algébrique.
par l'algèbre, par les équations. Cette valeur de -1 vient d'une particularité du triangle rectangle, à savoir qu'il existe une ligne à partir d'un de ces points qui, projetée sur le côté opposé et donc coupant le triangle en deux, soit telle que les deux triangles internes soient semblables aux triangles d'origine. C'est cette similitude qui crée ce ratio de -1, car qui dit triangle semblable dit proportion du type A sur B égale C sur D. Partons d'un triangle quelconque, d'angle ABC. À partir du point d'angle A qui le coupe en deux, D et E, on a donc D plus E égale A. On projette une droite sur le côté opposé qui coupe l'angle plat en deux angles, F et G. On a donc F plus G égale 180 degrés. L'angle plat étant égal à 180 degrés. C'est d'ailleurs plutôt une absence d'angle, mais on le nomme ainsi. Et l'angle plein qui fait tout le tour est égal à 360 degrés. C'est une valeur numérique arbitraire traditionnelle qui renvoie au nombre de jours dans une année selon une formidable approximation des anciens. Ces nombres, 360, 180 et 90 pour l'angle droit, sont très faciles à manipuler car divisibles par 2, divisibles par 3, divisibles par 5. Ce qui éponge la quasi-totalité des cas de figure, surtout bien entendu dans les classes mathématiques élémentaires. Maintenant nous cherchons dans quelles conditions les deux triangles inscrits pourraient être semblables au triangle de départ. On aligne donc les trois angles ABC du triangle d'origine et les trois angles DBF du triangle interne de gauche. On voit que l'angle B est commun aux deux triangles. Pour que les trois angles de l'un correspondent aux trois angles de l'autre, il faut que A soit égal à D ou à F. Mais A ne peut pas être égal à D puisqu'il a été divisé en deux parties D et E. La partie ne peut pas être égale au tout. Donc il faut que A soit égal à F. Et accessoirement, on a aussi D égale C. On fait de même avec le triangle inscrit de droite. On aligne les trois angles ABC du triangle d'origine et les trois angles GC du triangle interne de droite. On voit que l'angle C est commun aux deux triangles. Pour que les trois angles de l'un correspondent aux trois angles de l'autre, il faut que A soit égal à E ou à G. Mais A ne peut pas être égal à E puisqu'il a été divisé en deux parties D et E. Donc il faut que A soit égal à G, et accessoirement on a aussi E égale B. On a donc à la fois A égale F et A égale G, d'où F égale G, et comme F plus G égale 180 degrés, il en résulte que F et G sont tous deux égaux à 90 degrés. Donc on a A égale F égale G égale 90 degrés. A, F et G sont des angles droits. Le triangle de départ est un triangle rectangle. À partir de son angle droit A, on projette la hauteur sur son côté opposé, à savoir l'hypoténuse, qui tombe à angle droit, créant à cette occasion deux angles droits F et G. Cela ne se voit pas sur le schéma qui présente un triangle quelconque à titre de tentative. La géométrie, dit-on, est l'art de raisonner sur une figure fausse. Il ne faut pas trop se fier à l'apparence du schéma, mais les calculs le prouvent. À partir d'un triangle rectangle ayant pour angle A, B et son angle droit, on tire une ligne qui divise l'angle droit en deux parties A et B, dont la somme effectivement fait bien 90 degrés, et qui crée deux angles droits sur l'hypoténuse. Au couple A, angle droit, s'associe l'angle B, et au couple B, angle droit, s'associe l'angle A. Ce qui fait que les deux triangles internes ont tous deux les mêmes angles que le triangle de départ, à savoir A, B, angle droit.
Ce sont donc des triangles semblables, et c'est à partir de cette similitude qu'on va mettre en évidence certaines proportions qui vont mener à cette valeur -1 qui représente le produit des deux pentes. Voici maintenant un schéma plus réaliste. À gauche, vous avez un triangle rectangle ABC, avec en plus de l'angle droit, deux angles alpha et bêta, dont la somme est elle-même égale à 90 degrés puisque la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. À droite, on a projeté à partir de l'angle droit, qui se divise en deux angles alpha et bêta, la hauteur qui tombe à angle droit sur l'hypoténuse C. Cette hauteur divise l'hypoténuse en deux segments C1 et C2. Les deux triangles inscrits ont bien les trois mêmes angles que les triangles d'origine, à savoir alpha, bêta, angle droit. Comme par définition tangente alpha égale tangente alpha, en prenant alpha dans un triangle inscrit puis alpha dans l'autre, il en résulte que H sur C1 égale C2 sur H, côté opposé sur côté adjacent par rapport à l'angle traité. Quand vous voyez un triangle rectangle, pensez toujours au cercle. Il est vrai que tout triangle s'inscrit dans un cercle, mais c'est encore plus net pour un triangle rectangle, étant donné que son hypoténuse coïncide avec le diamètre du cercle. On devrait même plutôt dire « pensez au demi-cercle ». Le même demi-cercle se situe symétriquement de l'autre côté de l'hypoténuse. D'ailleurs, il n'y a pas de distance entre le théorème de Pythagore, qui exprime une relation dans le triangle rectangle, et l'équation du cercle, puisque c'est exactement la même formule. Le théorème de Pythagore dit A2 plus B2 égale C2, et l'équation du cercle est x2 plus y2 égale r2, où r est le rayon du cercle. Si toutefois le cercle a pour centre le point AB, son équation sera x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale r2. Mais ça revient au même, c'est la somme de deux carrés égale à un carré. Vous voyez également que la hauteur projetée à angle droit sur l'hypoténuse ne peut pas excéder la moitié de l'hypoténuse, c'est-à-dire le rayon du cercle. Car la distance d'un point quelconque du cercle à son diamètre ne peut pas être plus grande que son rayon, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Par distance d'un point à une droite, on entend la longueur du segment qui part de ce point et y arrive à angle droit. C'est le chemin le plus court. Tous les autres sont des diagonales plus longues. Donc la longueur de cette hauteur, qui divise le triangle rectangle en deux triangles rectangles semblables au triangle d'origine, est inférieure ou égale à la moitié de l'hypoténuse. Ça vous permet de vérifier si un calcul intermédiaire est erroné, si le cas contraire arrive, ou si l'on vous présente comme hypothèse une farce mathématique. Pour mettre en évidence ce ratio de -1 qui correspond au produit des pentes de deux droites perpendiculaires, on oriente à l'horizontale la hauteur projetée sur l'hypoténuse et l'hypoténuse à la verticale. On voit que quand on avance de H, on monte de C1, donc P indice A, la pente de A, est égale à C1 sur H, le vertical sur l'horizontale, et l'on voit également que quand on avance de H, on descend de C2. Donc P indice B, la pente de B, est égale à moins C2 sur H. Le moins vient qu'on descend de C2 et que la descente correspond à une direction négative. Si d'ailleurs on recule de H, on monte de C2, ce qui ne change rien, ce serait cette fois-ci le dénominateur qui prendrait le signe moins, mais ça donne toujours moins C2 sur H. Dans un cas, les deux signes sont les mêmes, plus ou moins, ce qui donne plus, c'est-à-dire rien correspond à plus. Dans l'autre cas, les signes sont contraires, plus, moins ou moins plus, ce qui donne moins. Donc PA égale C1 sur H et PB égale moins C2 sur H. On cherche la valeur du produit PA par PB.
Pour ce faire, on utilise tangente alpha des deux triangles internes, en mettant en scène la tautologie tangente alpha égale tangente alpha. On aurait pu utiliser tangente bêta des deux côtés, ça aurait été la même chose. D'ailleurs, pour obtenir tangente bêta, il suffit d'intervertir le numérateur et le dénominateur. La tangente est le ratio des deux côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle. Donc on n'a que deux possibilités, A sur B ou B sur A. Donc si la tangente d'un angle est égale à A sur B, la tangente de l'autre angle sera B sur A. Les produits en croix attestent qu'on peut inverser les numérateurs et les dénominateurs. À partir de A sur B égale C sur D, le numérateur d'un côté peut devenir le dénominateur de l'autre et inversement. Donc on choisit ici l'angle alpha. Tangente alpha pour le triangle du haut est égal à H sur C1, côté opposé sur côté adjacent. Et tangente alpha pour le triangle du bas égale C2 sur H. Puisque tangente alpha égale tangente alpha, on a C2 sur H égale H sur C1. Et maintenant, on oriente la présentation jusqu'à obtenir P indice A multiplié par P indice B. Donc on fait passer H sur C1 de l'autre côté du signe égal. On le fait passer par multiplication-division, c'est-à-dire par opération du deuxième niveau. Ne pas confondre les opérations du premier niveau, addition-soustraction, et celles du deuxième niveau, multiplication-division. Quand on fait passer un membre de l'autre côté du signe égal par opération du premier niveau, il change de signe. A devient son opposé moins A, et inversement, moins A devient A. D'où A égale B devient A moins B égale 0, et inversement. Quand on fait passer un membre de l'autre côté du signe égal par opération du deuxième niveau, le numérateur devient dénominateur, et inversement. A devient son inverse 1 sur A, et inversement. A sur B devient B sur A, et inversement. Ici, l'on fait passer la fraction de droite à gauche par opération du deuxième niveau, ce qui inverse le numérateur et le dénominateur. C'est pourquoi C2 sur H égale H sur C1 équivaut à C2 sur H multiplié par C1 sur H égale 1. Quand on vide de cette manière un côté du signe égal par opération du premier niveau, c'est 0, A égale B donne A moins B égale 0. Quand on le vide par opération du deuxième niveau, c'est 1. A égale B donne A sur B égale 1. À partir de C2 sur H multiplié par C1 sur H égale 1, on réorganise les termes et l'on injecte de part et d'autre le signe moins, ce qui donne C1 sur H multiplié par moins C2 sur H égale moins 1. Et comme C1 sur H est la pente de A, P indice A, et moins C2 sur H la pente de B, P indice B, la multiplication des deux pentes donne bien moins 1. Cette tautologie provient de cette caractéristique du triangle rectangle, selon laquelle la hauteur projetée sur l'hypoténuse à partir de l'angle droit crée deux triangles rectangles semblables. L'égalité des deux tangentes du même angle de l'un et l'autre triangle interne mène, par transformation algébrique, à la multiplication des deux pentes qui donne moins 1. Maintenant, comment obtenir l'équation d'une droite à partir de deux points? On exprime que quelle que soit la position du point xy qui se balade sur la droite, la pente avec un point quelconque est la même. Donc on considère deux points quelconques x1, y1 et x2, y2 sur cette droite. La pente entre xy et x1, y1 est la même que celle entre x1, y1 et x2, y2. Ce qui s'écrit y moins y1 sur x moins x1 égale y1 moins y2 sur x1 moins x2. Toujours le même système, le vertical sur l'horizontal. Comme l'angle est le même, les tangentes sont les mêmes, côté opposé sur côté adjacent. Faites attention quand vous établissez l'équation d'une droite sur la base de deux points, ne faire apparaître le point variable xy qu'une seule fois, n'avoir que des ordonnées au numérateur, que des abscisses au dénominateur, et que les couples verticaux correspondent bien à des points. Ici de bas en haut, x aligné avec y, x1 avec y1 et x2 avec y2, c'est-à-dire comparer ce qui est comparable. Pour éviter les erreurs, alignez sur un coin de papier les trois ordonnées en commençant par la variable y, et en dessous les trois abscisses dans le même ordre de points en commençant par x. Cela donne des présentations verticales valides dans l'élaboration de l'équation.
Dans ces conditions, il suffit de faire la première moins la deuxième égale la deuxième moins la troisième. L'équation du cercle est x2 plus y2 égale r2. C'est le théorème de Pythagore brut de décoffrage. C'est le cercle centré en 0, 0. Si son centre est le point AB, l'équation est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r2. Il ne reste qu'à savoir déterminer l'équation d'une tangente en fonction d'un cercle et d'un point de contact. Paradoxalement, c'est assez simple. Il suffit d'injecter à l'équation du cercle les coordonnées du point de contact. Au lieu d'écrire x moins a au carré, on écrit x moins a que multiplie x moins a, et l'on injecte à l'une des deux occurrences l'abscisse du point de contact. Ici, le point de contact est alpha bêta, donc on remplace x dans une des deux occurrences x moins a par l'abscisse alpha, ce qui donne alpha moins a. Et l'on fait pareil avec les y. Au lieu d'avoir y moins b, on aura bêta moins b. L'équation qui se trouve être du second degré en x et en y devient une équation du premier degré en x et en y, c'est-à-dire devient l'équation d'une droite. Et cette droite passe par le point alpha bêta injecté, parce que par hypothèse, ce point est sur le cercle. C'est un principe assez délicat à comprendre. Un point alpha bêta est sur une courbe y égale f de x, si en remplaçant x par alpha et y par bêta, l'égalité est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a bêta égale f de alpha. Si le point alpha bêta est sur le cercle, cela signifie que l'équation du cercle est vérifiée en remplaçant x par alpha et y par bêta. Si maintenant on injecte les coordonnées alpha bêta à l'équation du cercle, obtenant ainsi une équation du premier degré, donc l'équation d'une droite, cette droite passe par alpha bêta, parce que son équation émanant de celle du cercle, on peut y injecter une deuxième fois ce même point en respectant l'égalité. Et injecter une deuxième fois ce point à l'équation du cercle revient à l'injecter une seule fois à l'équation de la droite en respectant l'égalité. Si donc on peut injecter ce point à l'équation de la droite en respectant l'égalité, c'est que la droite passe par ce point, et elle passe par ce point parce que par hypothèse ce point est sur le cercle. Si donc on injecte un point du cercle à l'équation du cercle, obtenant ainsi l'équation d'une droite, cette droite passera par le point injecté puisque le point appartient au cercle. Et si à contrario l'on injecte à l'équation du cercle un point non sur le cercle, la droite ne passera pas par ce point parce qu'il n'est pas sur le cercle. Ou bien le point injecté passe et par le cercle et par la droite, ou bien le point injecté ne passe ni par le cercle ni par la droite. Donc, puisque le point alpha bêta est sur le cercle par hypothèse, la droite obtenue en injectant ce point à l'équation du cercle passe par ce point. Tout autre point de la droite ne sera pas sur le cercle, car on ne peut pas reconstruire le format de l'équation du cercle avec un tel point. À partir du moment où l'on a x moins a facteur de alpha moins a, la seule possibilité d'obtenir alpha moins a au carré est de remplacer x par alpha. Et il en va de même pour les y. On ne peut obtenir bêta moins b au carré à partir de y moins b facteur de bêta moins b qu'en remplaçant y par bêta. Donc seul le point alpha bêta de la droite est sur le cercle, tous les autres sont non sur le cercle. Cette droite est donc bien la tangente, puisqu'elle ne touche le cercle qu'en un seul point. Il ne reste plus qu'à extraire les pentes. Vous voyez que x moins a est multiplié par alpha moins a, donc le coefficient de x est déjà alpha moins a, mais il va devoir aller de l'autre côté du signe égal pour isoler les y. Donc alpha moins a va devenir a moins alpha, et y moins b est multiplié par bêta moins b, donc le coefficient de y sera bêta moins b. On fait passer bêta moins b de l'autre côté du signe égal, qui devient un dénominateur. Donc la pente de la tangente est égale à a moins alpha sur bêta moins b. Dans les cas simples comme celui-ci, et notamment parce que x et y n'apparaissent qu'une seule fois,
il est facile de repérer les coefficients pour en déduire la pente. Quant à la pente de la droite passant par AB et alpha bêta, elle est égale à B moins bêta sur A moins alpha, c'est-à-dire la fraction construite avec les valeurs données, qui n'est autre que la fraction à droite du signe égal. Ici, il n'y a même rien à extraire. Quand l'équation d'une droite s'écrit sous la forme d'une égalité de fractions, c'est-à-dire l'égalité des tangentes pour un même angle, la fraction qui ne contient pas les variables x et y est la pente. Si l'on commence logiquement par les variables x et y, la pente est directement donnée à droite du signe égal, le vertical sur l'horizontal. Et vous voyez qu'en multipliant ces deux pentes, on obtiendra bien moins 1, car les a moins alpha vont s'annuler, puisqu'on a cette expression une fois au numérateur et une fois au dénominateur, et il va rester b moins bêta au numérateur et bêta moins b au dénominateur, c'est-à-dire une formule du type a moins b sur b moins a, les valeurs absolues sont les mêmes, et les signes des membres de la fraction sont opposés, d'où ce résultat de moins 1. Donc la multiplication des deux pentes de deux droites perpendiculaires donne bien moins 1, ce qui fait que la tangente est bien perpendiculaire à la droite passant par le centre du cercle et son point de contact. Si vous utilisez un traceur de fonction, c'est-à-dire un logiciel qui dessine le graphique de la fonction, vous ne pourrez pas utiliser l'équation classique du cercle. Il faudra donc procéder par demi-cercle, de manière à pouvoir présenter la fonction sous la forme y égale f de x. Donc l'équation du cercle de centre AB et de rayon R se présente sous la forme y égale b plus ou moins racine de R2 moins x moins a carré. La variante avec plus représente le demi-cercle supérieur et celle avec moins le demi-cercle inférieur. Vérifions sur un exemple numérique. Je prends simplement les chiffres 2, 3, 4, 5. 2, 3 pour centre du cercle, 4 pour le rayon, et 5 pour abscisse à partir de laquelle on calcule l'ordonnée située sur le cercle. L'équation du demi-cercle supérieur est y égale 3 plus racine de 4 au carré moins x moins 2 carré. En présentant ainsi, on voit bien les chiffres 2, 3, 4. 2, 3 pour le centre, 4 pour le rayon. L'équation du demi-cercle inférieur s'obtient en remplaçant plus par moins, 3 moins racine, etc. On calcule ensuite l'ordonnée sur le cercle pour x égale 5, c'est-à-dire qu'on prend un point arbitraire sur le cercle pour pouvoir déterminer l'équation de la tangente passant par ce point. On choisit ici à titre d'exemple x égale 5, et l'on calcule l'ordonnée y pour cette abscisse. L'ordonnée sur le demi-cercle supérieur pour x égale 5 est 3 plus racine de 7, donc le point de contact de la future tangente qu'on va calculer est 5, 3 plus racine de 7. Ça se calcule quasiment de tête. Vous remplacez x par 5 dans l'équation du demi-cercle. X moins 2 au carré devient 5 moins 2 au carré. 5 moins 2 égale 3, donc ça fait radical de 4 au carré moins 3 au carré. 4 au carré c'est 16, 3 au carré c'est 9, 16 moins 9 égale 7. Donc si x égale 5, y égale 3 plus racine de 7. On calcule maintenant l'équation de la tangente ayant pour point de contact 5, 3 plus racine de 7. Et l'on obtient y égale moins 3x plus 22 plus 3 racine de 7, le tout sur racine de 7. On obtient cette équation en injectant à l'équation du cercle le point de contact 5, 3 plus racine de 7. L'équation du cercle est x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale 4 au carré. X moins 2 au carré va s'écrire x moins 2 facteur de x moins 2, et l'on remplace un des deux x par 5. Et y moins 3 au carré s'écrit y moins 3 facteur de y moins 3, et l'on remplace un des deux y par 3 plus racine de 7. De fil en aiguille, par transformations algébriques élémentaires, on isole la variable y pour obtenir une fonction de x, et l'on obtient y égale moins 3x plus 22 plus 3 racine de 7, le tout sur racine de 7. Pour conclure, on calcule l'équation de la droite passant par le centre du cercle et le point de contact, ce qui donne y égale x racine de 7 plus 9 moins 2 racine de 7, le tout sur 3. C'est l'équation de la droite passant par le point 2, 3 et le point 5, 3 plus racine de 7. y moins y1 sur x moins x1 égale y1 moins y2 sur x1 moins x2.
ce qui fait en l'occurrence y-3 sur x-2 égale 3 moins entre parenthèses 3 plus racine de 7 sur 2 moins 5. Ce qui se simplifie en y-3 sur x-2 égale racine de 7 sur 3. D'où en isolant la variable y égale x racine de 7 plus 9 moins 2 racine de 7 le tout sur 3. Vous voyez que la tangente sera bien perpendiculaire à la droite passant par le centre du cercle et le point de contact. Le coefficient directeur de la tangente est moins 3 sur racine de 7. C'est le coefficient de x quand la variable y est isolée. Et le coefficient directeur de la droite passant par le centre du cercle et le point de contact est racine de 7 sur 3. On a bien les numérateurs et dénominateurs inversés avec le signe moins. D'un côté moins 3 sur racine de 7, de l'autre racine de 7 sur 3. Donc la multiplication de ces deux fractions donne bien moins 1, ce qui est le critère de perpendicularité. La formule générale est a sur b multiplié par moins b sur a. On utilise maintenant un traceur de courbe pour vérifier nos calculs. MAFA qui est un logiciel allemand qu'on peut utiliser en ligne. Mathématiques, Facharbeit. Travail en mathématiques. f de x c'est l'équation du cercle supérieur. SQRT signifie racine carrée. Square root. L'équation du demi-cercle supérieur est 3 plus racine de 4 au carré moins x moins 2 au carré. Pour le demi-cercle inférieur, on remplace plus par moins. 3 moins SQRT, etc. c'est la fonction g de x. h de x est la fonction de la tangente passant par le point 5, 3 plus racine de 7. On a pris un point d'abscisse arbitraire, x égale 5, en veillant toutefois que l'ordonnée correspondante serait sur le cercle. Puisque le centre est le point 2, 3 et le rayon 4, la partie droite du rayon va de 2 à 6. 2 plus 4 égale 6. Et 5 est bien comprise entre 2 et 6. Et pour x égale 5, on a y égale 3 plus racine de 7. Donc 5, 3 plus racine de 7 est un point du cercle. Et l'on a calculé la tangente passant par ce point. On a injecté l'équation du cercle, le point 5, 3 plus racine de 7. Ce qui nous a fourni l'équation de la tangente passant par ce point. h de x égale moins 3x plus 22 plus 3 racine de 7, le tout sur racine de 7. Et enfin, la droite qui passe par le centre, 2, 3, et le point de contact, 5, 3 plus racine de 7. I de x égale x multiplié par racine de 7 plus 9 moins 2 racine de 7, le tout sur 3. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur exécuter pour voir le résultat. Vous voyez que le centre du cercle est bien le point de 3, son rayon est bien de 4, le point arbitraire qu'on a choisi pourrait faire passer ensuite une tangente a bien pour abscisse 5. L'ordonnée qu'on a calculée à partir du demi-cercle supérieur est 3 plus racine de 7. 2 au carré égale 4. 3 au carré égale 9. À la louche, racine de 7 égale 2,5. 3 plus 2,5 égale 5,5. Donc 5, 5,5 est le point de contact de la tangente qui ne passe que par ce point du cercle. Et la droite qui passe par le centre du cercle et ce point est bien perpendiculaire à la tangente. Voici pour terminer un petit problème lié à la tangente d'un cercle. On considère un carré de côté A, un demi-cercle inscrit dont le diamètre coïncide avec le côté horizontal inférieur du carré, et une tangente à ce demi-cercle, allant du point en haut à gauche jusqu'au côté opposé. On demande la longueur de ce segment de tangente en fonction du côté A. Il faut se souvenir qu'une tangente tracée à partir d'un point extérieur à un cercle cache une seconde tangente par rapport à l'axe de symétrie, que constitue la droite qui passe par ce point et le centre du cercle. Et ces deux segments de tangente, allant du point d'intersection à leur point de contact respectif, sont égaux. Et il en est ainsi pour tout point de la tangente de part et d'autre du point de contact. Tout point de la tangente crée une distance entre ce point et le point de contact et fait exister, ipso facto, un autre segment de même longueur de l'autre côté de l'axe de symétrie. Ici,
Comme le demi-cercle inscrit a pour diamètre le côté horizontal bas du carré, les deux côtés verticaux du carré sont des tangentes au demi-cercle, dont les points de contact sont les deux points inférieurs du carré. S'il n'en était pas ainsi, soit les verticales ne toucheraient pas le cercle, soit elles le toucheraient toutes deux une seconde fois plus bas, dans l'autre demi-cercle non dessiné. Or, elles ne le touchent qu'une seule fois aux deux points inférieurs du carré. Et l'on retrouve bien la perpendicularité de ces tangentes, avec la droite qui passe par le centre du cercle et le point de contact, cette droite n'étant autre que le côté horizontal bas du carré. Dans ces conditions, le segment de tangente oblique, allant du point en haut à gauche au point de contact du cercle, est égal au côté A, et le fragment oblique restant, allant de ce point de contact au côté opposé, qu'on appelle X, est égal au fragment vertical allant vers le bas, à partir du point d'intersection de cette tangente avec le côté vertical, jusqu'au point en bas à droite du carré. Et ce, pour les mêmes raisons de symétrie, de l'autre côté du point de contact cette fois-ci, à savoir qu'à partir d'un point extérieur à un cercle, les deux segments de tangente symétriques allant de l'intersection des tangentes au point de contact du cercle sont égaux. On considère maintenant le triangle rectangle ayant pour hypoténuse ce segment diagonal allant du point en haut à gauche au côté opposé du carré. Les côtés de l'angle droit de ce triangle rectangle ont pour longueur A et A moins x. L'hypoténuse a pour longueur A plus x. Le théorème de Pythagore dit dans ce cas-là A2 plus A moins x au carré égale A plus x au carré. Les x2 vont disparaître. C'est une simple équation du premier degré qui va donner x égale A sur 4. Donc cette tangente est égale à A plus A sur 4, soit 5 quarts de A.